Le thème d'aujourd'hui, c'est le premier PM à CPO avec Jérôme Granon, qui va nous partager pas mal de tips. Ensuite, je vais vous faire un petit topo rapide du marché product, car on me sollicite souvent là-dessus. Donc profitons-en. En tout cas, en 2024, si on fait une petite rétro sur 2023, il y avait 2 tiers des products qu'on a interrogés dans notre enquête qui souhaitaient changer d'emploi. Et pour la moitié d'entre eux, c'était pour aller chercher un meilleur niveau de salaire. Donc voilà, je donne l'info aussi s'il y a des personnes côté people dans ce chat, hein. La rétention, ça passe également par le salaire. En ce moment, les profils couteaux suisses ont pas mal la cote dans les petites boîtes, notamment dans les boîtes qui doivent faire beaucoup avec peu. Hein, donc, profils multicasquettes qui peuvent toucher un petit peu parfois à du design, à de la data. Ça marche pas mal en ce moment. Par contre, effectivement, en scale-up, vous le savez sûrement, on cherche plutôt des profils experts. Donc ça reste plutôt vrai pour les petites boîtes. Les budgets d'embauche sont en baisse, hein, alors que les prétentions salariales, malheureusement, ne baissent pas. Enfin, malheureusement, plutôt heureusement pour les candidats. Mais effectivement, ça rend aussi le sujet du recrutement de plus en plus dur à naviguer pour certaines boîtes. Et enfin, petite donnée, 66% des profils product exerçant en région parisienne, ça baisse, hein, clairement. Il y en avait plus l'an dernier. Je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais on est sur un métier qui commence à s'exporter de plus en plus. Même si, voilà, vous le savez sans doute, la majorité des jobs restent sur le bassin parisien. Ensuite, alors, cette slide, on va la laisser quelques temps. Vraiment, je vous invite à télécharger ces ressources. C'est beaucoup de travail qui devrait vous plaire, je pense. On a d'un côté des études de cas réelles qui ont été passées par des véritables candidats qui ont été engagés en bout de course, des études de cas corrigées, de très belles boîtes produits. On a notamment Jelly Smack, Captain Contrat, il me semble qu'on a Legal Start également. Franchement, c'est super. Je vous conseille de télécharger cette ressource. Et à droite, un petit QR code pour une étude sur les salaires en product management pour vous aider à vous positionner, à renégocier. On laisse cette slide une petite minute aussi pour que vous ayez bien le temps de la télécharger. Il y a Sarah qui nous a remis le lien dans le chat pour ceux qui ne sont pas fans des QR codes. Tac, je pense qu'on va pouvoir passer à l'autre slide. TPC, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, aujourd'hui, The Product Crew, notre mission, c'est d'aider les talents de la tech à progresser, à libérer leur potentiel afin de trouver leur job qui leur correspond vraiment. Et en parallèle de ça, bien sûr, on aide les entreprises à recruter des talents qui auront un véritable impact sur leur organisation. Aujourd'hui, TPC, c'est plus de 10 000 membres de la communauté avec des profils qui nous font confiance pour les aider à trouver leur prochaine aventure. N'hésitez pas, en tout cas, si ça vous semble pertinent, on est disponible pour discuter de vos enjeux. Je vous propose de commencer. Jérôme, je te laisse partager ton écran. Yes. Et bien sûr, on prendra une quinzaine de minutes en fin de webinaire pour prendre toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas dans le chat, posez-les. Et moi, je ferai un petit résumé en bout de course et on vous donnera la parole également pour ceux qui souhaitent. À toi de jouer, Jérôme. Yes. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran là? Est-ce que c'est bon? Ouais, top. Ok, top. Bonjour à tout le monde. Très content de pouvoir faire ce webinaire et pouvoir parler avec vous aujourd'hui. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est mon parcours effectivement de First PM à CPO. Et l'angle que j'ai choisi d'avoir, c'est de vous raconter les conseils moi que j'ai pu tirer de mon parcours. Donc j'en ai tiré 9. L'idée, c'est de vous les donner, de vous expliquer comment ça s'est passé et puis d'espérer que ça puisse vous faire également progresser, vous, dans vos métiers de product. Le déroulé que j'ai choisi de prendre, c'est de raconter... Alors, attendez, je décale juste ça. Voilà. C'est de raconter mon parcours, en fait, à travers 4 grandes étapes par lesquelles je suis passé. Et à chacune des étapes, je vais vous expliquer comment ça s'est passé concrètement et puis à chaque fois les conseils que j'en ai tirés. Et donc, les 4 grandes étapes, ce sera avant déjà d'arriver dans ma boîte actuelle, donc la partie vraiment recrutement. Ensuite, toute l'étape sur mon onboarding, mes premières semaines, mes premiers mois, comment ça s'est passé.
Une troisième phase qui était là où on a commencé vraiment à grossir en termes de boîte et d'équipe produit, donc la partie vraiment scale. Et enfin, une étape qui est plus récente, qui est la bascule sur un rôle de leader, donc le passage d'opérationnel, on va dire, à CPO, qui est aussi un moment charnière important. Donc voilà les quatre grandes étapes que je vais essayer de vous raconter et essayer de vous livrer à chaque fois les détails. Euh, Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, eh ben, je me présente rapidement. Donc moi, je m'appelle Jérôme Granon, je suis le CPO de Napta et mon parcours, c'est que moi, j'ai été diplômé en 2012, des mines de Nantes, donc j'ai une formation d'ingé. J'ai fait du conseil pendant 5 années en sortie d'école, du conseil en produits, voilà, sur différents projets et produits informatiques. Ensuite, je suis rentré chez Sodexo en tant que lead PM, où je suis resté pendant 3 ans. Et ensuite, je suis arrivé chez Napta en 2019, donc peu avant le Covid. Napta, c'est l'entreprise où je suis toujours. Et à côté de ça, alors peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà écouté, je suis aussi animateur d'un podcast que j'ai lancé fin 2023 qui s'appelle Le Backlog, qui est sur le product management en startup. Donc si ça vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à l'écouter également. En quelques mots, Napta, qu'est-ce qu'on fait, qui on est? Napta, on est un SaaS B2B. On a été créé en 2018 et on est du coup un SaaS qui répond à une problématique des entreprises de conseil et des entreprises de services. Donc, par exemple, un Tiga ou un Weavoo. C'est que ces entreprises de conseil, souvent, elles ont du mal à savoir parmi leurs collaborateurs, en fait, qui sait faire quoi, donc qui possède quelles compétences et qui est disponible. Et ça, c'est des informations dont elles ont besoin parce que comme elles ont toujours des nouvelles missions et des nouveaux projets à faire, bah, savoir qui est disponible, qui a les compétences pour pouvoir le positionner sur la mission, c'est central. Et donc, du coup, nous, notre outil permet de résoudre cette problématique en permettant à ces entreprises de centraliser toutes les infos sur leurs collaborateurs bah, sur notre outil et après d'utiliser ces infos pour trouver qui a la bonne compétence, qui a envie de bosser sur tel projet, qui est disponible et ensuite pouvoir les planifier. Donc, on est vraiment un outil de planification d'équipe dédié aux entreprises de services. Donc, je vous ai remis quelques chiffres et quelques logos clients. Je pense que ce qui est important de retenir pour avoir une idée, c'est que voilà, en termes de taille de boîte, aujourd'hui, on est entre 60 et 70 collaborateurs. Donc, on est une boîte qui a bien grossi, en tout cas depuis mon arrivée en tant que First PM. Euh, Si on commence, alors oui, désolé, vous m'entendrez parfois me racler la gorge, mais je suis sur une fin de rhume, donc je serais désolé, je vais essayer de ne pas vous faire trop dans les oreilles. Si on commence sur ma partie recrutement, donc, en gros, ça, c'était sur l'année 2019. Et Napta venait en fait de faire sa première levée de fonds, qui était une levée de fonds en seed, donc c'est les levées de fonds en amorçage, qui était d'ailleurs même pas annoncée à l'époque. Et avec cette levée de fonds, en fait, ils étaient à la recherche d'un profil au produit. Ils étaient en train de structurer tout leur pôle, donc ils recherchaient quelqu'un pour le produit, quelqu'un pour les sales, quelqu'un pour le service client. Et donc, je reçois un message d'Arnaud, qui est le CEO, qui m'envoie un message sur LinkedIn, qui me parle du poste. Et donc, bah, moi, j'étais également en recherche de mon côté. Donc, on se fait un call. Ça se passe bien. Ensuite, je vais le rencontrer dans les bureaux. Donc, je me rappelle, c'était des bureaux qui étaient dans le Sentier à l'époque, donc à Paris, où j'arrive et c'est vraiment une toute petite équipe, 6 ou 7 personnes. Ils sous-louaient les bureaux d'ailleurs de Matera à l'époque. Et c'était vraiment un bout de table, un bout d'open space, donc toute petite équipe. Et moi, j'ai un très bon fit avec lui. Je me dis que c'est un début d'aventure, donc il y a tout à créer. Donc on est vraiment sur un produit et une boîte qui démarre. Enfin voilà, il y a toute l'aventure à construire. Et bah, du coup, moi, je suis hyper chaud pour continuer. Donc, je rencontre les autres fondateurs, je rencontre le fonds d'investissement, je rencontre l'équipe, on va se prendre un verre. Et franchement, tout match. Enfin, ça se passe bien. Moi, je suis motivé. Il y a un bon fit avec tout le monde. Donc, on se met d'accord et on démarre du coup l'aventure en novembre 2019. Et globalement, en fait, ce process de recrutement, finalement, il s'est plutôt très bien passé. C'était rapide, enfin, un process franchement propre, un peu comme les process dont on peut rêver. Et sur cette partie recrutement en tant que First PM, moi, j'ai deux conseils que j'en ai tirés que je voudrais partager aujourd'hui. Le premier conseil, c'est, je l'ai appelé faire ses devoirs. En gros, ce que je veux donner comme conseil, c'est que avant d'accepter une offre et de rentrer dans un job, il faut vraiment savoir où vous mettez les pieds.
Et en fait, ça, je le vois trop souvent que c'est pas fait par les gens. Et il faut vraiment arriver à ne pas découvrir la boîte et le job une fois qu'on a été embauché et une fois qu'on est rentré dans la boîte. Et pour ça, bah, moi, ce que je vous conseille, c'est plusieurs choses. La première, c'est de vraiment arriver à s'approprier le produit, parce que bah, voilà, c'est quand même le concret de ce que vous allez faire tous les jours. Et donc pour ça, pendant le process de recrutement, en fait, demandez des démos, demandez des accès aux produits si vous pouvez. Prenez aussi l'étude de cas que vous allez faire comme un très très bon référentiel de en fait quel va être votre quotidien, parce que souvent l'étude de cas va être vraiment très représentative de ce que vous allez faire au jour le jour. Donc en gros, si ça vous fait chier de faire l'étude de cas, ben, c'est quand même un bon gros warning. La seconde chose, c'est comprendre le marché et les personas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut analyser avant d'accepter une offre. Comprendre le marché, ce qui est important, c'est de se dire quelle est la taille du marché de l'entreprise, parce qu'en gros, une boîte, souvent, sa croissance, elle va être capée par la taille du marché. Et si le marché vous semble pas énorme, la boîte pourra rarement devenir énorme. Et l'inverse, c'est vrai également. Et les personas, ça, c'est un truc hyper important. C'est, dites-vous, en gros, quel est le type d'interlocuteur à qui vous allez vendre le produit et quels sont être les interlocuteurs que vous allez en fait avoir en face de vous tous les jours. Et ça, c'est hyper important parce que si ces personas-là, bah, en fait, vous aimez pas trop le secteur et vous aimez pas trop ce type de persona, ben, il faut pas s'en rendre compte une fois qu'on a accepté l'offre. Sinon, vous allez vraiment, en fait, au quotidien, pas aimer. Je prends un exemple qui peut paraître un peu poussé, mais par exemple, si vous postulez chez Doctolib et que vous aimez pas l'univers de la santé et l'univers médical, bah, ça va pas le faire. Donc, posez-vous vraiment cette question de qui sont les gens que vous allez avoir en face de vous au quotidien. Et le troisième point que je voulais mettre, c'est vérifier le fit humain et vérifier à quoi va ressembler le quotidien. Ça, le conseil et l'astuce que je pourrais te donner, c'est prenez un demi-jour de congé pour passer une demi-journée dans la boîte dans laquelle vous postulez, si vous pensez vraiment en tout cas que vous avez envie d'y aller. Euh, c'est une demi-journée qui va vous permettre de voir concrètement comment votre boss il est, à quoi ressemble l'équipe, comment est le produit, comment tout le monde fonctionne. Et en fait, en une demi-journée, vous allez tout de suite pouvoir voir s'il y a vraiment des gros red flags. Et cette demi-journée, au pire, bah, vous l'aurez posée et vous n'allez pas accepter l'offre parce que vous voyez que ça ne matche pas. Mais il vaut mieux perdre une demi-journée que perdre un an parce qu'on a accepté une offre et on est rentré dans quelque chose dans lequel on n'aimait pas. Donc franchement, faites-le. Il y a tout à gagner. Enfin, le ROI de faire ça, à mon avis, est vraiment très élevé. Donc voilà le premier conseil que je voulais vous partagez. Le second conseil sur la partie recrutement, il va être purement sur la partie offre. Et alors, je l'ai appelé un loyer ne se paye pas avec des BSPCE. Donc, des BSPCE, c'est donc des parts dans la boîte, donc ce qu'on appelle de l'equity. Et donc, souvent, quand vous allez être first PM dans les boîtes, on va vous proposer des parts dans l'entreprise, donc des BSPCE. Et d'ailleurs, si on ne vous en propose pas, bah, demandez-le. Mais ce que je voulais faire passer comme conseil, c'est ne troquez pas des parts de l'entreprise contre du salaire. C'est-à-dire que des parts dans l'entreprise, c'est quelque chose qui est très bien et qui va vous motiver à plus travailler et qui peut avoir un gros gain, mais c'est vraiment un gain qui va être hypothétique et qui va être lointain. C'est-à-dire que ces parts dans l'entreprise, vous pourrez les valoriser peut-être dans 5, 6, 7, 8 ans. Donc, c'est quelque chose d'hyper lointain et la probabilité qu'une startup, quand vous rentrez en tant que first PM, arrive à vivre 5, 6, 7, 8 ans, elle est assez faible. Si vous regardez les stats des boîtes qui survivent aussi longtemps, c'est pas énorme. Donc, en tout cas, faites pas un troc de ça contre votre salaire. Diminuez pas vos prétentions salariales parce que votre quotidien, ça va être votre salaire. Et donc, si vous avez une frustration là-dessus, elle va pas être comblée par des parts dans l'entreprise. Donc voilà, ça c'était un conseil que je pouvais avoir sur toutes les personnes qui arrivent dans le début d'aventure. La seconde période sur laquelle je voulais revenir, bah, c'était vraiment les premières semaines, donc la partie qu'on peut appeler l'onboarding. Comment ça s'est passé? Bah, moi, je suis arrivé donc fin 2019, en novembre 2019, et donc on était une petite dizaine de personnes dans la boîte. Et franchement, gros choc de culture. Donc moi, je venais de Sodexo, qui est une boîte de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'employés, en tout cas dans le monde. Donc vraiment grosse boîte, gros process, enfin un peu boîte à l'ancienne. Et donc là, j'arrive dans une petite start-up où il y a une dizaine de personnes et donc ça, forcément, ça n'a rien à voir. J'ai été tout de suite, franchement, hyper content parce que j'ai eu ce que j'étais venu chercher, à savoir avoir de l'impact très fort et très rapidement
c'est ça qui est très cool quand vous rentrez dans une petite boîte et au début d'une aventure, c'est que on avait une capacité de delivery et une capacité de mettre des features en prod qui était hyper forte. Et en gros, en 2 jours, on pouvait avoir une idée et elle partait en prod. Et donc, cette boucle qu'on pouvait avoir avec nos utilisateurs de le lundi, ils nous parlent d'un truc, le mardi, j'en parle au dev et le vendredi, c'est déployé en prod, bah, c'est quelque chose qui est hyper accomplissant et hyper agréable en tant que product. Donc franchement, très, très bonne période. Même si c'était une période qui est forcément très intense, hein, l'onboarding dans ce genre de structure au début, ça va être franchement intense. Je devais en gros prendre connaissance bah, forcément du backlog, des attendus des clients, euh, trouver ma place entre le CEO et les développeurs, donc arriver à la fois à convaincre le CEO et à la fois à convaincre les développeurs. Donc franchement, c'est un vrai challenge de légitimité. Mais ça s'est bien passé et au bout de quelques mois, j'ai commencé à vraiment être en maîtrise complète sur mon poste et bah, c'était hyper agréable parce que quand vous allez arriver aussi dans une petite structure, en fait, ce qui est cool, c'est que si vous êtes curieux, vous allez pouvoir tenter et essayer plein de choses. À la fois sur le produit, vous allez pouvoir faire plein d'expérimentations assez facilement sans demander la permission à tout le monde, mais même sur d'autres pôles, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aider vos commerciaux à vendre, vous allez pouvoir aider au marketing. Moi, par exemple, j'avais refait le site web qu'on avait de Napta. Vous allez pouvoir aider au service client. Donc vraiment, vous allez pouvoir en gros vous amuser et tester plein de trucs. Donc franchement, c'est quelque chose qui est très cool. Et sur cette phase d'onboarding, du coup, j'ai 2 conseils également. Le premier conseil, je l'ai appelé clarifier ses attentes. La, L'astuce enfin en tout cas, le conseil que je voudrais donner, c'est quand vous allez arriver sur vos premiers jours, discuter tout de suite avec votre CEO ou avec votre chef en tout cas, pour définir les objectifs à ce qu'on fait classiquement, c'est 30, 60 et 90 jours. En gros, alignez-vous avec lui sur ce qu'il attend de vous précisément et sur comment il va juger à la fin de chacune de ces périodes si vous avez fait du bon taf ou pas. Parce qu'en fait, sinon, il y a tellement de trucs potentiels à faire quand vous arrivez que vous allez vous perdre et lui va attendre des choses que vous n'allez pas faire et donc ça ne va pas matcher. Donc ça, pour moi, c'est hyper important d'arriver à faire cette définition d'objectif dès qu'on arrive. Et une fois que c'est fait, l'autre conseil que j'aurais, c'est de délivrer rapidement de la valeur. Et le rapidement est important parce que dans une petite boîte, vous n'allez pas avoir genre un mois pour vous dire je fais un audit, je regarde ce qu'il faut faire, j'ai défini la stratégie et tout. Il faut faire ses preuves rapidement. Et en fait, ce qu'il faut, je pense, garder en tête, c'est se dire l'unité de mesure d'une startup au début, c'est plus la journée que la semaine ou le mois. Donc, il faut vous dire chaque jour, OK, quel est le petit truc que je peux faire qui nous fait avancer, qui montre aussi que je délivre et qui rassure tout le monde. Donc, voilà, ayez une habitude de délivrer très rapidement par petits incréments et du coup, l'onboarding devrait bien se passer. Le conseil suivant que j'avais, c'est utilisateur, utilisateur, utilisateur. Et ce que je veux dire par là, c'est pendant cette phase d'onboarding, essayez de parler vraiment le maximum avec vos utilisateurs. Le but, ça va être de comprendre rapidement votre marché, donc quel est le secteur, quelle est la concurrence, et de comprendre rapidement vos clients et vos utilisateurs. En fait, l'objectif, c'est de sortir du delivery, c'est-à-dire que vous ne vous retrouviez pas dans une position où vous êtes juste là pour alimenter l'équipe de dev, mais il faut que vous remontiez d'un cran pour justement ne pas laisser que les fondateurs vous imposer en fait leur vision, sinon vous allez avoir une grosse frustration. Et il faut que vous discutiez avec vos utilisateurs pour pouvoir avoir vous votre vision de vers où vous pensez que le produit doit aller, quels sont les features qu'il faudrait faire ou pas faire, et que vous puissiez avoir des discussions d'égal à égal avec les fondateurs. Et donc ça, c'est hyper important pour arriver vraiment à se forger ses opinions et pas être juste un exécutant. Euh, la troisième période sur laquelle je voulais revenir, donc qui est la période de scale, donc on a commencé à grossir, pardon, c'est l'époque qui était du coup autour de 2020, fin 2021-2022. Donc, nous, on a fait une nouvelle levée de fonds à cette période-là. Et donc, c'est une période où forcément, la boîte grossissait, le business grossissait. Euh, on avait du coup de l'argent qui commençait bien à rentrer. Et donc, on est passé de une squad
à 3 squads. Et donc avec ça, pas mal de recrutements, donc des recrutements que j'ai fait de product manager, de product designer, de product marketing. Donc voilà, pas mal de choses à faire. Et c'est une phase, le scale, où vous allez avoir des gros, enfin en tout cas moi j'ai eu des gros enjeux d'organisation et normalement, notamment d'organisation des équipes. Donc je me posais des questions de comment découper les équipes, comment les synchroniser entre elles, comment mettre en place des process qui font que à la fois les gens ont de l'autonomie, mais à la fois bah, il y a quand même une ligne directrice dans laquelle on va. Et donc ça, c'était vraiment une période hybride pour moi où j'étais sur un mix entre gérer cette partie scaling et comment on est en train de grossir et structurer tout, mais à la fois j'avais toujours une squad en direct avec du coup bah, des développeurs en tout cas à animer, à gérer, à alimenter, à dire là où on voulait aller. Donc vraiment une période hybride. Et sur cette phase de scale, j'ai plusieurs conseils, alors je crois que j'en ai 4 là-dessus. Le premier conseil que je voudrais donner, qui s'applique à mon avis beaucoup pour les petites boîtes, c'est en gros jeter vos livres. Et ce que je veux dire par là, c'est jeter le contenu très théorique qui parle de produits. Parce que, en fait, 99% de ce que vous allez lire ou de ce que vous allez visionner n'est pas applicable parce que c'est pas pour votre typologie de boîte. Vous allez être sur du contenu qui est plus sur des boîtes de centaines, voire parfois de milliers de personnes qui ont beaucoup plus de moyens, qui ont beaucoup plus de temps que vous. Donc, essayez pas de calquer des choses qui sont voilà, vraiment pas applicables. C'est vraiment, à mon avis, une erreur d'essayer de faire ça. Et en fait, la règle assez simple à suivre, et du coup, c'est là où il y a le moins de questions à se poser, c'est tester. Donc, en gros, vous avez une idée d'organisation ou de comment, par exemple, vous allez découper les équipes. Testez-la, faites ce découpage, reparlez-en dans 2 semaines avec vos développeurs, regardez si ça va, si ça va pas, et ensuite itérez et adaptez-vous s'il faut. Plutôt que de prendre 2 mois à essayer de se dire, OK, c'est quoi la meilleure organisation, le meilleur découpage possible, parce qu'en fait, vous n'allez jamais avoir la bonne réponse et vous allez utiliser des informations qui ne sont pas pertinentes pour votre contexte. Et le seul grand principe, je pense, qu'il faut essayer de respecter dans cette phase de scaling, pour moi, c'est d'avoir des petites équipes autonomes, parce que c'est ça, pour moi, la clé du fait que vous allez réussir à conserver votre vélocité et à conserver votre capacité de délivrer des choses. Euh, si vous avez des équipes qui sont trop grosses, sur lesquelles il y a beaucoup de process et beaucoup de validation, bah forcément, enfin, ça va bloquer un peu tout et ça va gripper la machine. Donc, à mon avis, c'est le grand principe à suivre qui va permettre de garder un bon delivery. Le conseil d'après, qui est du coup sur une phase de scaling aussi hyper important, c'est sur la partie recrutement. Donc, je l'ai nommé recruter est une science. Et pourquoi? C'est parce que je me suis rendu compte, et parce que je l'ai fait d'ailleurs souvent, et je pense avoir progressé là-dessus, c'est que il y a trop de recrutements qui sont faits sans méthode précise. Il y a trop de recrutements qui sont faits souvent en fait un peu au feeling. Et dans une startup, les premiers recrutements que vous allez faire, ils sont cruciaux parce que vous n'avez pas beaucoup de temps, vous n'avez pas beaucoup de ressources. Donc, faire des mauvais recrutements, c'est vraiment très painful, enfin beaucoup plus painful que ça ne peut l'être dans une plus grosse boîte. Donc, il faut vraiment pas les laisser au hasard. Et pour ça, il y a 3 choses qu'on peut mettre en place. La première, c'est définissez une scorecard. Donc, en gros, dites-vous quelles sont les compétences de la personne que je veux recruter. Qu'est-ce qu'il doit avoir comme compétences? Et en fait, dès que vous allez passer des entretiens avec les gens, et ben, scorez-les par rapport à ces compétences que vous avez définies. La seconde chose, c'est jamais se presser. Ça, c'est très dur à résister parce qu'on est en train de grossir. On se dit, bah, j'ai 2 squads, donc il me faut les 2 PM tout de suite. Mais en fait, si vous vous pressez et que vous prenez quelqu'un sur lequel vous n'êtes pas 100% OK sur le fait que c'est le bon fit, ça va toujours vous retomber dessus et en fait, vous allez toujours y perdre. Enfin, ça va pas bien se passer. Vous allez devoir bah, checker tout ce que la personne fait parce que vous n'allez pas avoir confiance et au final, ça va vraiment mal se passer. Et je pense qu'il vaut mieux se dire on prend plus de temps et on prend un peu le bouillon pendant 2, 3 mois de plus où on laisse les développeurs être plus autonomes plutôt que de forcer un recrutement et le regretter après. Et enfin, la partie fit, qui est du coup importante. Effectivement, il n'y a pas que les compétences, il y a le fit humain. Et je pense encore plus dans les premiers recrutements dans une startup, c'est quelqu'un avec qui vous allez être tous les jours.
vous allez interagir tous les jours. Donc, en fait, essayez d'avoir un fit humain qui est bon. Et donc, pour ça, je le disais au début, ça peut être prendre un verre avec la personne, lui faire rencontrer les autres personnes de l'équipe, être sûr que ça colle d'un point de vue culturel avec la boîte. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas non plus négliger. Le conseil numéro 7 que j'ai mis, je l'ai appelé attention aux choix irréversibles. Alors, en fait, même si je disais que tout à l'heure, il ne faut pas aller trop dans la théorie, il y a quand même certains points, je pense, où c'est bien de prendre quelques jours pour réfléchir, parce que, en fait, sinon, il y a des choix que vous allez vous traîner pendant des années. Et donc là, j'ai mis trois exemples. Euh, les outils que vous allez choisir au début de votre boîte. Je prends un exemple. Chez nous, par exemple, on utilise un outil de documentation qui n'est pas Notion, mais qui est Slide, qui est un choix qu'on a fait tout au début. Et en fait, plus les mois passent, plus vous avez une documentation qui va grossir, qui va être sur cet outil, moins ça va être simple de la migrer sur un autre outil. Et donc, en fait, votre outil, si c'est un mauvais choix au début, bah, vous allez le traîner des années et vous n'allez jamais en changer parce que le coût du changement, il est toujours trop important et c'est jamais le bon moment et tout ça. Donc, en fait, essayez quand même sur certaines choses comme les outils de prendre un peu de temps. L'autre point sur lequel vous pouvez avoir la même logique, c'est votre modèle de données en termes de là, purement dev et tech. La façon dont vous allez modéliser les choses dans votre code, pareil, ça peut avoir un impact que vous allez vous traîner très longtemps et que vous n'allez jamais vouloir changer parce qu'un modèle de données à changer, c'est compliqué et que du coup, vous avez toujours envie de faire des nouvelles features et pas de faire de la refacto de code. Et un modèle de données qui est mal pensé, ça peut vous bloquer pendant des années sur certaines features. Donc, vraiment, essayez de faire gaffe aussi à ça. Et le dernier, c'est la partie techno. Les technologies que vous allez utiliser, les librairies que vous allez utiliser. Pareil, c'est un truc sur lequel je pense qu'il faut prendre quelques jours et il ne faut pas foncer tête baissée pour se dire, OK, est-ce que la techno que j'utilise, c'est une techno qui est maintenue et qui a plutôt pas mal de développeurs qui la soutiennent, ou est-ce que c'est un peu une techno juste parce que je la connais, mais on est seul? Et dans ce cas-là, bah, vous êtes sûr que dans 1 ou 2 ans, le truc va être déprécié et il faudra tout changer. Donc, quelques choix quand même sur lesquels il faut faire un peu attention et prendre un peu de temps. Le conseil numéro 8 que j'ai mis, je l'ai appelé les détails n'en sont pas. Ça, enfin, ce que je veux dire, c'est que quand vous allez commencer à grossir, en fait, il y a plein de petits process, de petites choses, de petits détails qui vont se rajouter dans votre quotidien et dans votre travail et qui, en fait, paraissent insignifiants, mais peu à peu vont ralentir la boîte. Et en fait, vous devez avoir une obsession pour arriver à conserver la vélocité et vous dire comment, même en grossissant, on est aussi véloce que ce qu'on était quand on était 5 ou 10. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention en fait aux chutes de vélocité de 1% qui peuvent arriver petit à petit au cours d'une entreprise. Je prends un exemple qui, je pense, peut parler à tout le monde, mais c'est par exemple la nouvelle réu qui va être mise en place, qui est à fréquence récurrente, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, où c'est juste une demi-heure. Et en fait, tout le monde se dit, cette réunion, elle ne sert pas à grand-chose, on ne sait pas trop pourquoi on l'a fait, mais on la met, et puis c'est pas très grave, c'est qu'une demi-heure. Et en fait, des petits trucs comme ça, bah, s'il y en a 10, 15 ou 20 qui se mettent sur l'année, bah, la boîte au début de l'année et à la fin de l'année, c'est pas la même. Donc, ça, c'est quelque chose voilà, sur lequel je pense qu'il faut arriver à faire vraiment attention. Et c'est un peu un combat du quotidien de se dire, OK, quels sont les petits trucs qui nous dévient de notre vitesse initiale et qu'on peut ne pas mettre en place. Et ensuite, j'arrive sur la dernière étape qui est du coup la bascule sur un rôle de leader. Donc ça s'est passé plutôt sur le semestre 2 de cette année 2020, enfin de l'année 2023. En gros, du coup, c'est là où on avait vraiment 3 squads avec des PM qui, du coup, étaient montés en compétences, étaient complètement autonomes. Et moi, ça m'a permis de sortir de l'opérationnel, donc de ne plus avoir de squad en direct, et de monter pleinement sur un rôle de CPO. Et donc là, bah, un rôle de CPO, c'est effectivement des activités qui vont être assez différentes. Donc, on n'a plus de squad en direct, on va être plus sur de la vision produit, donc savoir exactement où on veut aller, où est-ce que, en gros, le marché est intéressant et où est-ce qu'il faut aller se focus, définir des grands objectifs, décliner ces objectifs sur les équipes, être sûr qu'on a la bonne organisation dans les équipes pour y aller et en gros, avoir un taf de comment je communique toute cette vision et tous ces objectifs et comment je m'assure en fait que tout le monde soit aligné et que j'arrive à pousser tout le monde dans le même sens et que voilà, on avance tous dans la même direction le plus vite possible.
Et donc ça, c'est un job sur lequel je suis depuis plusieurs mois. Et donc, comme je disais, qui est très différent du job d'avant où vous avez un rôle vraiment opérationnel. Et là-dessus, moi, j'ai un conseil. Alors, c'est encore une période clairement dans laquelle je suis en cours, mais en tout cas, j'ai un conseil que je pourrais essayer de donner là-dessus, c'est de ne pas essayer de créer des clones de soi. En gros, quand on va commencer à manager, on a une tendance qui peut arriver très vite, c'est de se dire, les gens et les PM, ou en tout cas les gens dans mon équipe produit, doivent faire comme moi j'aurais fait. Donc si je fais une discovery, ils doivent faire avec ma méthode. Si je fais une conception, ils doivent faire comme moi j'aurais fait la conception. Et du coup, on a tendance en gros à vouloir créer des clones de soi. Mais les gens, en fait, ils vont toujours faire différemment de enfin, de la manière dont nous on l'aurait fait. Et il faut être en paix avec ça. Il faut se dire que c'est pas grave. Et en fait, ton équipe, elle va pas faire comme toi. Et c'est pas important parce que ce qui est important, c'est que les gens, ils arrivent à l'objectif. En fait, la manière dont ils y arrivent, c'est vraiment pas important. Et en gros, nous, en tant que manager, ce qu'on doit aider, c'est aider à trouver la solution. Et donc, pour ça, il y a une chose, en tout cas, qui est hyper, je pense, utile et hyper importante dans la partie management, c'est poser des questions aux gens. En gros, ne leur dites pas, mets le bouton ici, fais ta discovery comme ça, fais machin, mais plutôt posez-leur des questions pour que eux-mêmes aient le cheminement de pensée de se dire, ah ok, ok, il y a telle question, donc ça m'ouvre tel raisonnement, donc j'ai peut-être une nouvelle idée pour arriver à l'objectif. Parce que si vous donnez juste, vous, votre manière de faire, en fait, ça ne va pas servir à grand-chose. La personne va se sentir à la fois micromanagé et va pas progresser dans sa manière de raisonner. Donc voilà, vraiment la partie questionnée est hyper importante dans cette phase de bascule, en tout cas sur un rôle plus de management. Voilà pour les 9 conseils que je voulais donner. Donc je les ai résumés ici. Donc le premier, c'était faire ses devoirs. Un loyer se paye pas, pardon, en BSPCE. Clarifier ses attentes, parler aux utilisateurs, jeter ses livres, recruter est une science, attention aux choix irréversibles, les détails n'en sont pas et ne pas créer des clones de soi. Donc voilà, j'espère que ce sera intéressant pour vous, qu'il y en a au moins un qui pourra s'appliquer dans votre vie quotidienne. Et en tout cas, très cool d'avoir pu partager ça avec vous. Merci beaucoup, Jérôme. Franchement, c'était super. On a pas mal de questions, donc je vais commencer. Et même moi, j'en ai pas mal. Donc, essayons d'en traiter un maximum. Très Ouais. rapidement, juste pour repréciser un peu le contexte, que je pense que ça intéressera pas mal de gens. Euh, le CEO de Napta qui t'a recruté à l'époque, est-ce que lui-même c'est un profil product? Est-ce qu'il connaissait un peu cet univers ou est-ce que c'était du chinois pour lui? Alors, en tout cas, ce n'était pas un profil product. Le CEO, en gros, c'est sa première boîte et c'est plus ou moins sa première vraie expérience en sortie d'école. Donc, il a 3 ans de moins que moi. Moi, là, j'ai bientôt 35. Donc, en gros, il devait avoir, je ne sais plus, peut-être 25 ans ou un truc comme ça, 26 ans peut-être quand il m'a recruté. Donc, il n'était pas du tout profil product. Après, lui gérait la partie produit. Donc, c'est lui qui était en direct avec les devs. Et il avait quand même plutôt à chaque fois des très bons réflexes de se dire, je vais regarder la concurrence, je vais regarder comment marchent les autres produits. Enfin, il avait tout de suite les bons réflexes. Donc, on parlait produit, mais en tout cas, lui n'était pas un profil produit à proprement parler. Ouais. Ok. Et autre question un peu sur ce recrutement. Le fait que tu viennes justement, tu l'as dit toi-même, d'un environnement conseil plutôt grand groupe, est-ce qu'il y a eu des craintes? Moi, je l'entends souvent, hein, Jérôme, Ouais. enfin, en l'occurrence, ce serait toi, va pas s'adapter chez nous car il vient d'un environnement beaucoup plus processisé, etc. Comment est-ce que tu as pu adresser tout ça? Ouais, alors ils me l'ont jamais dit, mais je pense que oui, et je pense que le fonds d'investissement avait eu la même crainte. Clairement, le fait que je vienne de Sodexo, d'une boîte de 10, enfin c'est même des centaines de milliers de personnes, hein, et que là je dois me réadapter dans une petite boîte, c'est sûr que c'était une crainte pour eux. Clairement, le fait que je vienne de la partie conseil, par contre, c'était même carrément un plus parce qu'en fait nous, nos clients sont des cabinets de conseil, donc ça c'était vraiment un point fort de mon profil. Euh, comment Comment on adresse ça? Je pense qu'il faut arriver et se dire qu'on est prêt à tout réapprendre dès le début. En gros, il ne faut pas arriver en se disant, OK, j'avais telle méthodologie, on va la mettre en place dès le début. Déjà, parce que ta méthodologie dans une grande boîte ne sera pas applicable et tu vas du coup faire des choix beaucoup plus rapides. Et aussi, globalement, parce que il faut quand même beaucoup te plier à
comment le CEO et comment les fondateurs ont envie que la boîte fonctionne. C'est-à-dire que c'est quand même leur boîte, ce qui est différent de quand tu es dans une grosse entreprise où ton chef, c'est pas sa boîte. Et donc ça implique quand même des choses différentes. Il va vraiment avoir skin in the game, quoi, ton CEO. Donc il faut beaucoup s'adapter et pas arriver avec ses gros sabots et dire on fait comme ça, quoi. Ok, merci beaucoup. Alors, je vais prendre quelques questions de l'audience. On a notamment Laetitia. Je ne sais pas si Laetitia, tu souhaiterais prendre la parole. On peut te donner le micro. Je te laisse un petit peu de temps pour nous répondre. Et sinon, on prendra ta question en direct. Et je vais poser la question dans ce cas. Laetitia te demande comment est-ce que tu as détecté qu'il était temps de faire grandir l'équipe suite à la levée de fonds et comment est-ce que quelles questions tu t'es posé finalement pour avoir une orga d'équipe autonome comme tu le décrivais? Alors, bah, comment j'ai détecté qu'il fallait recruter, faire grossir les équipes? Bah, c'est juste que la boîte grossissait, donc on avait plus de moyens, donc on voulait plus investir et plus recruter. Les questions principales qu'on se pose quand on commence à faire grossir les équipes, je pense que c'est le périmètre des équipes. Donc, qui va bosser sur quoi? Et là, c'est là où je dis, il y a beaucoup de littérature et typiquement, vous allez tomber très rapidement sur la littérature de est-ce qu'il faut des impact teams, est-ce qu'il faut des feature teams? La littérature disant quand même majoritairement que les impact teams, c'est mieux parce que tu as ton objectif et tout. Alors, nous, on l'a pas mis en place du tout comme ça et je connais quand même beaucoup de CPO de startups qui l'ont pas non plus mis en place parce que dans plein de boîtes et notamment du B2B, définir en fait un impact précis qui va pouvoir driver une équipe et sur lequel tout le monde va devoir être aligné, c'est très dur à trouver. Et donc du coup, si vous mettez ça en place, il y a beaucoup de chances que en fait vous tordiez, enfin vous trouviez en fait un espèce de faux KPI qui est pas très intéressant mais que vous allez artificiellement créer pour aligner l'équipe. Et du coup, et ben dans une boîte, là, on a besoin d'être hyper réactif. Vous allez vraiment à 100% tomber dans le truc de ah ben non, nous, on avait tel KPI à optimiser, alors qu'en fait, tout ton marché, il était de l'autre côté et c'est là qu'il fallait aller. Donc, euh, donc c'est ça les plus grosses réflexions, je pense, qu'on a eues. Ouais. Ok, impact feature team. Très clair. Il y a plusieurs questions, alors notamment Anthony, Anthony M. Je ne sais pas si tu es toujours avec nous, si tu souhaites prendre la parole. Tu peux lever la main normalement aussi, ça nous permettra de te donner la parole. C'est pas l'email de la personne Super. de contact. Oui, vous m'entendez? Oui, là. Ouais, on t'entend, Anthony. Ah, désolé, je vous écoutais en même temps que je travaille, mais je me pose ma question. On Est-ce que vous t'entend pouvez me pas la très fort. Essaye répéter? de parler un petit peu plus fort, s'il te plaît. Ouais, et là, vous m'entendez bien, là? Ça ira. Ouais. Ok, excusez-moi. Alors, c'était quoi ma question? Je savais pas que vous alliez C'était sur le m'interroger. delivery. C'était sur le Ah delivery. oui, c'est ça. Comment est-ce qu'on sort du delivery finalement? Ouais, exactement. Bah, en santé, ouais, Anthony Mocker, je suis first PM chez Toucania, on fait un CRM pour la santé. Et en fait, je viens de prendre le poste depuis 2 mois et ça rejoint pas mal ce que tu disais, c'est-à-dire que je passe pas mal de temps à faire de la delivery. En fait, comme je disais, j'essaie d'attraper le train en route et du coup, je recette énormément. Et donc, ça prend du temps. Comme je connais pas le produit par cœur, je vous laisse imaginer ce que c'est la complexité de tester un CRM avec des milliers de tables. Et donc voilà, quoi, comment on essaie de sortir. Est-ce qu'on donne plus euh, de la main aux personnes qui remontent des informations, comme le support, comme les chefs de projet qui font les installations chez les clients, tout en cadrant leur recettage, en leur expliquant qu'il faut aller voir les edge cases et autres. Enfin, voilà, tu as compris, je pense, ma question. Ouais. Euh, En gros, globalement, enfin, il faut effectivement t'appuyer beaucoup sur alors, le support et quand tu fais du B2B, les équipes commerciales. Donc, avec les équipes commerciales, va faire des démos avec eux, mets-toi dans les calls avec eux. Avec le support, il y a deux choses. Il y a soit tu les utilises comme un proxy et en fait, ils vont te fournir du feedback que eux ont de leurs clients. Soit le mieux, c'est que tu leur demandes, tiens, est-ce qu'il y a 4, 5 clients qui sont intéressants avec lesquels je pourrais discuter et tu fais des calls avec eux. Donc ça te permet quand même de construire après une relation en direct et de pas avoir la frustration d'être que à chaque fois à travers en gros un pare-feu qui est ton service client ou tes sales. Mhm. Ok. Merci beaucoup, Jérôme. Alors, il y a pas mal de questions aussi qui sont revenues sur la période de scale.
ce passage justement de First PM à CPO. Alors, juste aussi pour repréciser, est-ce que en fait c'était acté dès ton recrutement qu'il y avait cette ambition de terminer CPO? Est-ce que quand il y a eu cette phase de scale, comme dans beaucoup de boîtes, ils ne se sont Hmm. pas posé la question d'aller chercher un profil qui avait 10 ans de Hmm. lead ou de CPO dans les pattes? Et ça rejoint un petit peu la question de Diane Ali sur justement comment est-ce que tu as trouvé ta place et aussi comment est-ce que ça a été perçu par les autres PM qui pouvaient peut-être avoir aussi des aspirations. Ouais. Alors, on n'a jamais explicitement, je pense, dit que c'était sûr qu'en gros, j'allais garder ce poste-là, mais je pense que c'était implicite parce que j'avais quand même un profil avec pas mal d'années d'expérience quand je suis arrivé. Enfin, je devais du coup déjà avoir peut-être 7 8 ans d'expérience. Et, et après, globalement, effectivement, c'est jamais gravé dans le marbre. Et donc, c'est quand vous allez faire vos preuves, bah, si ça se passe bien, en gros, il n'y a pas de questions qui se posent et il n'y a jamais eu de questions de recruter, en tout cas un CPO pour me gérer. Donc, j'ai pas eu la problématique d'être avec d'autres PM et en fait, c'est moi qui deviens CPO. C'est genre, j'ai été le premier PM, on a grossi, j'ai recruté des gens, du coup, que je manageais directement. Mais effectivement, en tout cas, je pense que c'est bien d'avoir cette discussion au début, surtout si vous avez un profil un peu junior, de dire avec le CEO, bah, OK, comment tu vois le truc? Est-ce que quand on sera plus gros, c'est moi qui aurai le job ou plutôt tu vas recruter quelqu'un? Sachant que quelle que soit la discussion, de toute façon, elle pourra être remise en cause quand ce sera vraiment le cas. Euh, donc voilà, et puis après, bah, c'est ce que j'expliquais, il faut arriver à gagner sa légitimité et du coup, taffer, délivrer et montrer que, justement, pas que sur le delivery, mais aussi sur de la vision, sur du recrutement, sur du management, vous arrivez à gérer les différentes facettes que doit gérer un CPO et comme ça, bah, vous serez légitime naturellement pour prendre le poste. Ouais. Très clair, merci. On va prendre, je pense, deux, trois questions supplémentaires. Après, on va devoir couper aussi pour laisser tout le monde aller déjeuner. Alors, il y avait Lucie, mais je ne sais pas si elle est encore là, Lucie Lacroix, qui posait une question intéressante sur la charge de travail dans cette période de scale. Lucie, est-ce que tu es encore avec nous? Je ne pense pas. Écoute, je vais poser la question à sa place. C'est vraiment... Ah, si, oui, Lucie, est-ce que tu voudrais prendre la parole peut-être? Ça sera plus interactif. Oui, alors on te laisse poser ta question. Alors, est-ce que vous m'entendez là? Yes. Super. Alors, déjà, merci beaucoup pour la présentation, c'est hyper intéressant. Moi, ma question, c'était plutôt comment tu as géré en termes de temps, en termes de charge de travail, ce moment de scale où, dans un sens, ben, il faut que les développeurs aient des choses à développer, puis enfin, il faut continuer à avoir une réflexion sur pour qu'il y ait une activité qui arrive. Et en même temps, toute cette réflexion autour de l'orga, du recrutement et de comment est-ce qu'on va scale, comment est-ce qu'on va organiser, qui est aussi quand même très time consuming. Et du coup, comment est-ce que tu gérais en termes de temps et de charge de travail pour enfin, que ça passe dans ta journée, quoi, dans tes journées. Ouais. Euh, Bah, alors, globalement, hein, il n'y a quand même pas de secret, vous allez travailler beaucoup, beaucoup. Donc après, quand le truc est intéressant, enfin quand le taf est intéressant, moi j'avais aucun souci à beaucoup, beaucoup taffer. Et après, je pense qu'il y a deux choses. Il y en a une qui est de se dire, le recrutement, en gros, il faut que ça reste une priorité parce que c'est la seule chose qui va faire que, à moyen terme, vous allez pouvoir justement vous libérer de la charge. Donc souvent, en fait, on va se dire, ah bah non, là, je suis focus sur mon delivery, j'ai pas le temps d'aller faire des entretiens et de recruter quelqu'un, donc vous allez un peu décaler le truc. Mais du coup, ça, je pense que c'est la mauvaise manière de réfléchir parce que vous allez en fait repousser le problème. Et l'autre chose, c'est du coup devenez hyper exigeant, alors quitte à être un peu un repoussoir sur plein de trucs, mais en fait sur le temps qu'on vous prend, donc genre, j'en parlais tout à l'heure, mais les réunions, genre, en fait tous les trucs qui sont pas 100% vitaux et alignés avec vos objectifs, bah que télé. Faites pas des réunions qui sont un peu inutiles, allez pas à des trucs où vous êtes en facultatif, euh, prenez pas deux plombes pour répondre à un truc qui pourrait être fait en 5 minutes, et donc en fait, on sous-estime aussi cette partie, mais on peut vraiment gagner plusieurs heures, voire des jours de taf par semaine en queutant des trucs qui sont un peu inutiles, quoi. Mais globalement, il va y avoir beaucoup de charges. Ça, les réunions inutiles, je crois qu'on a tous connu notre lot dans notre, dans notre carrière. Il y a Margarita qui avait une très bonne question également. Margarita, est-ce que tu es encore avec nous? Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas du tout. Ouais, on t'entend.
Super. Merci. Effectivement, ça a été hyper intéressant. Je voulais savoir comment vous avez géré la conduite de changement lors du passage de un squad, donc une seule team qui travaille sur tout le périmètre du produit, vers les trois squads. Donc, j'imagine que le fait de découper la responsabilité, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont mal pris en disant bah, on perd de l'ownership, peut-être qu'il y a eu des tensions, notamment que ce soit dans les équipes produits, mais aussi des équipes de développement. Ouais, très bonne question en effet. Et ben, le plus simple, et nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a enfin en fait on a défini les périmètres qui étaient des périmètres qui ont découlé de notre roadmap et pas l'inverse. D'ailleurs, ça c'est, je pense, important. Dites-vous où la boîte veut aller et mettez les équipes alignées avec ça. En fait, pas l'inverse de dire voilà comment je veux découper et du coup, il faut forcément que ma roadmap rentre là-dedans. Et ensuite, bah, en fait, on a demandé aux gens, on a demandé à la fois aux PM et on a demandé aux devs bah, quel est le périmètre qui vous intéresse le plus. Et du coup, et bah, au moins, tu gères quand même un peu mieux les frustrations. Et après, il faut aussi être flexible sur les premiers mois. Comme tout le monde n'a pas du coup une connaissance parfaite du périmètre fonctionnel de ce qu'il est en train de gérer, il va y avoir des gens qui interviennent ponctuellement sur l'un ou l'autre des périmètres, mais ça, c'est pas trop problématique. Mais globalement, demander aux gens, et c'est ça qui fera que ça se passera bien, quoi. Chouette, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions. En tout cas, n'hésitez pas, pour ceux qui le souhaitent. Jérôme se fera un plaisir de continuer la discussion avec vous sur LinkedIn notamment. J'espère que vous avez trouvé ce webinaire intéressant. N'hésitez pas à nous laisser une petite note entre 0 et 5. Et je vous dis à bientôt pour le prochain webinaire Product Crew. Merci à tous, bonne journée.